Je m'appelle Tessa Martin. J'ai 34 ans. Et il y a 3 semaines, j'ai mis fin à ce que je pensais être une relation de 2 ans, pour découvrir que j'étais la seule à appeler cela une relation. Il l'a dit comme s'il s'agissait d'une correction inoffensive, comme si j'avais simplement mal interprété un panneau. Nous n'avons jamais été exclusifs, m'a dit mon petit ami. Tu as juste supposé. Je me souviens de la façon exacte dont sa voix s'est posée sur le mot supposé. Comme si c'était la chute d'une blague dont j'ignorais faire partie. Comme si le problème n'était pas ce qu'il avait fait, mais seulement que j'avais eu l'audace de croire en nous. J'ai hoché la tête. C'est la partie que les gens ne comprennent pas quand ils entendent cette histoire. Ils imaginent des cris, des pleurs, un verre jeté contre un mur, mais tout ce que j'ai fait, c'est hocher la tête. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est parfaitement immobilisé, comme si mon cerveau avait enclenché une vanne d'arrêt d'urgence pour empêcher mon cœur d'exploser. J'ai compris, ai-je dit. Pas parce que j'avais compris. Mais parce que j'ai soudain réalisé que si je disais quoi que ce soit d'autre, je pourrais le supplier de m'expliquer comment 2 ans de loyer partagé, de vacances partagées, d'espace partagé pour les brosses à dents ne comptaient pas comme une exclusivité. Et je refusais de supplier pour quelque chose qui aurait dû être évident. Pendant 2 ans, j'ai cru vivre un amour qui se construit lentement. Pas le genre tape à accent grave-l'œil que les gens affichent en ligne, mais le genre calme. Le genre qui se faufile dans votre routine jusqu'à ce que vous regardiez autour de vous un jour et pensiez « Oh, c'est ma personne ». Il s'appelait Cédric Roy. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami commun, un samedi après-midi de fin de printemps. Le genre de journée où la lumière du soleil rend tout le monde plus beau qu'il ne l'est et où l'air sent le charbon de bois, l'herbe fraîchement coupée et les possibles. Il se tenait près du grill et riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, tenant une assiette en carton comme s'il ne savait pas quoi en faire. Quand il s'est retourné et que nos yeux se sont croisés, j'ai ressenti ce moment cliché et stupide dont les gens parlent, cette petite secousse. Cette chaleur immédiate et ridicule dans la poitrine qui vous fait penser que l'univers vous fait un clin d'œil. Il était facile de parler avec Cédric, trop facile, drôle sans essayer, intelligent sans se vanter. Il avait cette façon calme et posée de vous regarder quand vous parliez, comme si ce que vous disiez comptait, comme si vous n'étiez pas juste du bruit en fond sonore dans sa vie. Nous avons commencé à parler ce jour-là et nous ne nous sommes pas arrêtés pendant des heures. Je me souviens comment je ne cessais de dériver vers lui-même quand j'essayais de ne pas le faire. Comme si mon corps savait où il voulait être avant que mon cerveau ne puisse rattraper le retard. Avant que je parte, il a demandé mon numéro. Et ce soir-là, il m'a envoyé un message en premier. Simple, pas de jeu. Bien rentré. J'ai aimé parler avec toi. Ça semblait mature, sûr, le genre de choses qu'on se dit être bon signe quand on a 34 ans et qu'on est fatigué d'être la leçon de vie de quelqu'un d'autre. Notre premier rendez-vous a eu lieu une semaine plus tard. Dîner dans un restaurant italien décontracté, puis un verre en centre-ville. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il commence à empiler les chaises sur les tables, et le barman nous a lancé ce regard poli et épuisé qui signifiait « S'il vous plaît, rentrez chez vous et continuez votre connexion émotionnelle ailleurs ». Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il m'a embrassé comme s'il y avait pensé toute la soirée. Et cela semblait naturel, facile, juste. Au 3e mois, nous vivions pratiquement ensemble. Pas officiellement, pas avec une grande conversation. C'est juste arrivé comme l'intimité le fait parfois. Il dormait chez moi la plupart des nuits. Il gardait des vêtements dans mon placard. Il avait son propre tiroir dans la salle de bain, sa brosse à dents à côté de la mienne, son eau de Cologne sur mon étagère, son chargeur de téléphone serpentant sur ma table de nuit comme s'il y avait sa place. Je me réveillais un mardi et voyais son épaule à côté de moi, et je n'avais pas l'impression d'avoir un invité. J'avais l'impression de partager une vie. Au 6e mois, il a suggéré que nous prenions un logement ensemble. Je veux dire, a dit Cédric un soir, en faisant défiler des annonces sur son téléphone comme si c'était la chose la plus pratique au monde. Nous sommes déjà ensemble tous les jours. On paie pratiquement un double loyer pour rien. C'est juste logique financièrement. Logique financièrement. Ces mots auraient dû rester gravés dans ma mémoire à ce moment-là. Auraient dû me faire marquer une pause. Mais j'ai entendu autre chose. J'ai entendu « je te choisis ». J'ai entendu « construisons quelque chose ». Alors j'ai accepté immédiatement parce que cela semblait être l'étape suivante naturelle. L'étape d'adulte. Le genre d'étape qui signifie que vous ne faites pas que passer le temps. Nous avons trouvé un T3, appartement de 2 chambres, décent dans un immeuble moderne d'un bon quartier.
Parking inclus. Proche de nos 2 emplois. Le genre d'endroit avec un hall qui sentait légèrement la peinture fraîche et les bougies coûteuses. Je me souviens avoir emménagé les cartons le premier jour et m'être senti sincèrement excité, comme si nous posions des fondations, comme si c'était le début de la version de ma vie qui avait enfin du sens. Pendant l'année et demie suivante, nous avons vécu comme ce que je pensais être un couple engagé. Nous partagions le loyer et les factures à 50-50e, pile au milieu. Nous cuisinions à tour de rôle. Il préparait ses bols de poulet élaborés le mercredi comme s'il auditionnait pour une publicité de préparation de repas. Je faisais des pâtes le lundi parce que c'était facile et réconfortant et que ça donnait à l'appartement une odeur d'ail et de chaleur. Nous regardions nos séries ensemble presque tous les soirs. Il m'a fait découvrir cette série documentaire sur des crimes qui me faisait vérifier les verrous 2 fois avant de dormir. Je l'ai rendu accro au spectacle de stand-up. Nous allions aux événements de sa famille. Il venait au mien. Dîner de fête, anniversaire, brunch du dimanche au hasard où toute la table n'était que bruit, rire et cliquetis de verre. Mes parents l'aimaient. Ma mère l'appelait parfois directement juste pour lui demander comment il allait ou pour lui parler d'une recette qu'elle pensait qu'il aimerait. Et Cédric répondait, charmant comme toujours, la voix chaleureuse et facile comme s'il faisait déjà partie de nous. Mes amis l'aimaient aussi. Ils ont commencé à nous inviter tous les 2 comme une unité. Amen Cédric. Vous venez ? Dis-lui qu'on lui passe le bonjour. Tout le monde supposait que nous étions solides. Je supposais que nous étions solides. Et je ne pense pas être folle pour ça. Quand quelqu'un vit chez vous, paie la moitié des factures, dort dans votre lit, s'assoit à côté de vous aux tables familiales, rit avec vos amis, vous envoie des SMS toute la journée comme si vous étiez sa personne, il n'est pas déraisonnable de supposer que vous êtes en couple. Je planifiais déjà mentalement les prochaines étapes. Sans me presser, sans être obsédé, juste en pensant comme on pense quand on est heureux et qu'on ne veut pas porter la poisse. J'avais regardé des bagues en ligne quelques fois, pas parce que je voulais faire ma demande, évidemment, mais parce que je m'étais surprise à imaginer ce que ça ferait s'il le faisait. J'avais même commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois dans un compte d'épargne que j'avais étiqueté « Projet futur ». Et puis est arrivée la conversation qui a tout brisé. Mais la première fissure, ce que je n'avais pas réalisé être une fissure à l'époque, est survenue un mardi soir fin octobre. J'étais rentré d'une journée épuisante. Des réunions qui s'enchaînaient, une date butoir qui ne cessait de me souffler dans le cou, le genre de journée où votre cerveau se sent meurtri. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur le canapé, commander à emporter et laisser le monde se taire avec lui. Cédric était déjà là, affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré. Et, ai-je dit, laissant tomber mon sac et enlevant mes chaussures. Et pas de sourire, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Juste une salutation plate, comme si j'étais une colocataire de passage. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre d'eau, j'en ai bu la moitié à l'évier et j'ai essayé de ne pas trop interpréter. Puis je suis revenu et je me suis assise à l'autre bout du canapé. « Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ?» ai-je demandé. « Je peux commander quelque chose. » Cédric n'a pas levé les yeux. Déjà mangé. J'ai cligné des yeux. Oh, d'accord. Quand ? Plus tôt. Avec qui ? ai-je demandé nonchalamment. Juste pour savoir. Juste normal. C'est là qu'il a enfin levé les yeux. Et il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait situer au début. Pas de la culpabilité. Pas exactement. Plutôt comme de l'irritation parce que je m'étais approché trop près d'une ligne que je n'étais pas censé voir. « Est-ce que ça a de l'importance ?» a-t-il dit. J'ai ri une fois parce que cela semblait ridicule. Je veux dire, non, je demande juste. « Une amie ?» a-t-il dit sèchement. « Quelle amie ?» Sa mâchoire s'est serrée comme si je l'avais insulté. « Tu ne la connais pas, là. » Le mot a atterri dans mon estomac comme une pierre. « Hein ?» ai-je dit lentement. Je ne savais pas que tu avais des amis que je n'avais pas rencontrés. J'ai plein d'amis que tu n'as pas rencontrés, a claqué Cédric. Puis il a baissé les yeux sur son téléphone comme si la conversation était terminée. Et la lumière bleue de l'écran a baigné son visage dans cette lueur froide et privée. Et pour le reste de cette nuit-là, j'ai essayé de me dire que je réfléchissais trop. J'ai essayé de me dire que ce n'était rien. Mais quelque chose avait changé, pas bruyamment, silencieusement.
comme si les planches du parquet de ma vie avaient commencé à grincer d'une manière qu'elles n'avaient jamais faite auparavant. Et une fois qu'on entend ce son, on ne peut plus l'oublier. Le pire n'était pas qu'il ait dîné avec une autre femme. Le pire était la facilité avec laquelle il m'a fait sentir que j'avais fait quelque chose de mal en posant la question. Cette nuit-là, Cédric a à peine parlé de nouveau. Il faisait défiler son écran. Je regardais la télé sans l'entendre. L'appartement, notre appartement, donnait l'impression d'avoir un mince mur de verre qui le traversait au milieu, et j'étais du côté qui n'obtenait pas de réponse. Quand il s'est finalement levé et a annoncé qu'il prenait une douche, ce n'était pas un « je vais me laver » décontracté. C'était un renvoi. Je suis resté assise sur le canapé après que la porte de la salle de bain se soit fermée, fixant le reflet vide de l'écran noir de la télé, et j'ai essayé de repérer le moment exact où je suis devenu quelqu'un qui doute de sa propre réalité. Parce que je n'étais pas jalouse par nature. Je n'étais pas du genre à vérifier les téléphones ou à exiger des mots de passe ou à compter les minutes. Mais il y avait une différence entre la confiance et être maintenu dans l'ignorance volontairement. Et elle ne semblait pas accidentelle. Cela ressemblait à une fissure dans un bocal soigneusement scellé. Un petit dérapage rapide qui montrait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qu'il ne voulait pas que je voie. Plus tard au lit, il s'est allongé à côté de moi en me tournant le dos, pas de bras drapés sur ma taille, pas de toucher distrait, juste de l'espace. Je me suis dit qu'il était fatigué. Je me suis dit que le travail le stressait. Je me suis dit tout ce que j'avais besoin de me dire pour pouvoir m'endormir. Mais mon corps ne me croyait pas. Mon corps restait en alerte comme s'il attendait que quelque chose arrive. Au cours de la semaine suivante, c'était d'abord de petites choses. De petits changements qui, si vous les regardiez un par un, semblaient inoffensifs, normaux même. Les gens ont des humeurs. Les gens ont des semaines sans. Mais ensemble, ils ont commencé à former un motif si clair que cela m'a fait peur. Cédric a commencé à orienter son téléphone loin de moi. Pas de façon dramatique, pas comme un méchant de dessin animé cachant un texte secret, juste subtilement. Si je passais derrière lui pendant qu'il était assis au comptoir de la cuisine, l'écran s'inclinait juste assez pour que je ne puisse pas jeter un coup d'œil. Si je m'asseyais à côté de lui sur le canapé, il serrait le téléphone plus près de sa poitrine, le pouce bougeant plus vite. Il a aussi commencé à prendre des appels dans la chambre. Nous avions toujours pris les appels n'importe où. Salon, cuisine, balcon, juste devant l'autre. Ce n'était pas un problème. C'était juste la vie. Maintenant, son téléphone sonnait et il jetait un coup d'œil à l'écran et se levait trop rapidement. Juste une seconde, disait-il, s'éloignant déjà. Et la porte de la chambre se fermait. Pas claquée, juste fermée. Une frontière. Une nuit, je l'ai entendu rire là-dedans. Un rire doux, le genre qu'il me donnait quand nous parlions au lit, quand quelque chose était juste entre nous. J'ai fixé la porte de la chambre comme si elle pouvait s'ouvrir et s'expliquer elle-même. Elle ne l'a pas fait. Ensuite, il y a eu les sorties nocturnes. Il a commencé à voir des amis plus souvent, ce qui aurait été bien, sain même, sauf qu'il n'offrait plus de détails. Avant, c'était « je vais prendre un verre avec Julien » ou « je retrouve Maxime après le travail ». Et il rentrait à la maison et me racontait une histoire stupide sur quelqu'un qui avait renversé de la bière ou quelqu'un qui s'était fait charrier. Maintenant, c'était juste « je sors ». Ou juste dehors. Avec qui? Quelques personnes. C'était comme si son vocabulaire avait rétréci pour éviter la spécificité. Et parfois, il rentrait plus tard qu'il ne l'avait dit. Pas d'1 heure, de 3 heures. Il entrait comme si de rien n'était. Clé sur le comptoir, veste jetée sur la chaise, chaussures enlevées comme s'il avait fait des courses. Si je demandais, il avait des explications vagues. Trafic. Perdu la notion du temps. Plus de batterie. Et j'ai vraiment essayé d'être la version de moi qui n'en faisait pas toute une histoire. Parce que si j'en faisais une histoire, alors je devais admettre que c'en était peut-être déjà une. Alors à la place, j'ai fait ce que beaucoup de femmes font quand leur instinct commence à hurler. J'ai baissé mon propre volume. J'ai observé. J'ai attendu. Je lui ai laissé de l'espace. Et je me suis senti stupide de le faire. Vendredi soir, j'ai testé quelque chose. Pas de manière mesquine. D'une manière désespérée, genre, est-ce que j'imagine tout ça? J'ai préparé le dîner. Un vrai dîner, pas des restes.
J'ai allumé la petite bougie que nous gardions sur la table de la cuisine. Celle qui sentait le bois de santal et la vanille. J'ai même mis de la musique, la playlist que Cédric aimait. Quand il est entré, j'ai souri comme si tout allait bien. Et, ai-je dit. J'ai fait à manger. Il a jeté un coup d'œil à la table, puis à moi comme si c'était une surprise à laquelle il ne savait pas comment répondre. Ça a l'air bon, a-t-il dit. Il a mangé. Il a très peu parlé. Il n'a pas posé de questions sur ma journée. Il n'a pas remarqué la bougie jusqu'à ce qu'elle soit brûlée à moitié. Et quand son téléphone a vibré, il l'a vérifié instantanément, trop vite, et toute sa posture a changé. Pas beaucoup, juste assez. Comme une personne entendant son vrai nom dans une pièce bondée. Il s'est levé. Je vais prendre ça. C'est qui? Ai-je demandé légèrement, forçant le même ton que quelqu'un utilise quand il essaie de ne pas avoir l'air de se noyer. Il n'a pas croisé mon regard. Juste du boulot. Et puis il est allé dans la chambre, porte fermée à nouveau. Le dimanche, ma poitrine était serrée tout le temps. Pas une anxiété dramatique, pas des attaques de panique. Plutôt comme si je ne pouvais pas prendre une inspiration complète parce que mon corps se préparait au choc. Je ne cessais de rejouer notre dernière année et demie comme une pellicule de film, cherchant des moments qui ne correspondaient pas à l'histoire à laquelle je croyais. Y avait-il eu d'autres dérapages, d'autres ailes que j'avais ignorées? Avait-il toujours été aussi prudent, et j'avais juste été trop amoureuse de la version de lui qu'il jouait pour moi? Je me détestais de penser comme ça. Parce que la vérité était que je ne voulais pas avoir raison. Je ne voulais pas être la femme qui s'est fait avoir comme dans un cliché. Je ne voulais pas regarder en arrière et réaliser que j'avais dormi à côté de quelqu'un qui me mentait éhontément chaque jour. Alors, je lui ai demandé directement. C'était le lundi soir suivant. Nous étions tous les deux à la maison, assis à la table de la cuisine. J'avais fait des pâtes, des penne à la marinara, du pain à l'ail, de la nourriture réconfortante simple, le genre de repas qui dit « nous vivons ici ». C'est chez nous. Cédric picorait dans son assiette, remuant les nouilles plus qu'il ne les mangeait. Son téléphone était posé face contre table à côté de sa fourchette. Rien que ça ressemblait à une insulte, comme s'il ne pouvait même pas laisser l'écran être visible dans la même pièce que moi. J'ai posé ma fourchette. On peut parler de quelque chose, ai-je demandé. Il a levé les yeux, l'expression sur la défensive. Bien sûr. Et pendant une seconde, je l'ai vu. Le calcul, comme s'il décidait déjà quelle version de lui-même il devait être pour cette conversation. Est-ce qu'on va bien? Ai-je demandé. Ses yeux se sont légèrement plissés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire nous. Ma voix restait calme, mais mes mains étaient froides. Est-ce qu'on va bien? Parce que tu as été distant et secret et je ne veux pas deviner. Si quelque chose ne va pas, je préfère que tu me le dises simplement. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, expirant comme si je l'avais épuisé. Rien ne va mal, a-t-il dit. Cédric, ai-je réessayé plus doucement. Tu prends des appels dans la chambre. Tu sors sans dire où. Tu as dîné avec quelqu'un la semaine dernière et tu t'es mis sur la défensive quand j'ai demandé qui. Ce n'est pas normal pour nous. Sa mâchoire s'est serrée. Je suis occupé, a-t-il dit. C'est tout. Occupé à quoi? Travail, vie, amis, trucs normaux. Amis, ai-je répété, gardant mon regard stable. D'accord, quels amis? Et c'est là que son ton a changé. C'est quoi ça, a-t-il claqué. Tu es en train de m'interroger là. Le mot m'a frappé comme une gifle. Interroger? Comme si j'étais un flic et qu'il était un suspect. Comme si 2 ans à construire une vie ensemble ne me donnaient pas le droit de poser une question. Non, ai-je dit prudemment. Je pose une question simple à mon petit ami. Il a ri, un son court et sans humour. Petit ami, a-t-il répété en écho. Mon estomac s'est effondré. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, les yeux perçants maintenant. Tessa, tu en fais trop, a-t-il dit. Tu surinterprètes les choses. Tu supposes des trucs. C'était encore là. Supposer. Il a fait sonner ça comme un défaut de mon caractère. Tu rends ça bizarre, a-t-il continué. J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai le droit d'avoir une vie privée. Je ne dis pas que tu ne peux pas, ai-je dit, forçant ma voix à ne pas trembler.
Mais pourquoi ai-je l'impression que tu me caches des parties de ta vie? Cédric m'a fixé pendant un long moment et puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Pas parce que c'était fort, mais parce que c'était tellement contrôlé. Peut-être parce que tu réagis comme ça, a-t-il dit. Peut-être parce que tu transformes tout en problème. J'ai senti la pièce s'incliner légèrement. La bougie sur la table a vacillé. Et soudain, j'ai pu voir le piège qu'il construisait. Si j'insistais, j'étais folle. Si je demandais, j'étais contrôlante. Si je voulais de la clarté, j'étais dramatique. Et le plus malade, c'est que je me suis senti commencer à remettre en question mon propre instinct. Je me suis senti commencer à me demander si peut-être je réagissais vraiment de manière excessive. C'est ça que fait le gaslighting. Ça ne vous fait pas croire le menteur. Ça vous fait arrêter de vous croire vous-même. J'ai avalé difficilement. D'accord, ai-je dit doucement. L'expression de Cédric s'est adoucie d'une fraction, comme s'il pensait avoir gagné. Bien, a-t-il dit. Parce que je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas m'asseoir ici et justifier ma vie parce que tu manques de confiance en toi. Manque de confiance. C'était là, l'étiquette finale, la petite boîte soignée dans laquelle il voulait me fourrer pour ne pas avoir à répondre à quoi que ce soit. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, l'homme qui dormait dans mon lit, mangeait ma nourriture, partageait mon loyer, embrassait mon front le matin. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il n'était pas confus. Il n'était pas incompris. Il était à l'aise. À l'aise de vivre une vie où j'étais assez proche pour lui profiter, mais jamais assez proche pour le remettre en question. Et je ne savais pas encore jusqu'où allait ce confort, mais je pouvais le sentir comme le tonnerre au loin. La rupture ne s'est pas produite dans une flambée d'émotions. Elle s'est produite dans le silence. Cette nuit-là, après la conversation à la table de cuisine, Cédric est allé se coucher tôt sans dire bonne nuit. Je suis resté debout sur le canapé longtemps après que l'appartement soit devenu silencieux, fixant le vide, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le trafic lointain à l'extérieur comme s'ils étaient des indices d'un puzzle que je ne pouvais pas résoudre. Au matin, quelque chose en moi avait changé. Pas fissuré, durci. Je l'ai regardé bouger dans l'appartement comme il le faisait toujours. Café en train de couler, clés qui s'entrechoquent, veste enfilée, comme si nous ne venions pas de nous tenir au bord de quelque chose de dangereux. Quand il m'a embrassé sur la joue avant de partir, cela semblait répété, poli, comme des excuses qu'il ne pensait pas. C'est là que j'ai su que quoi qu'il se passait, il n'allait pas me dire la vérité volontairement. 3 jours plus tard, il l'a fait. Nous étions dans le salon, un jeudi soir quelconque. La télé était allumée. Une émission qu'aucun de nous ne regardait vraiment. Il l'a mise en sourdine sans me regarder. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il a juste coulé. Je ne pense pas que ça marche encore, a continué Cédric, le ton calme, presque professionnel. J'ai l'impression que nous sommes en décalage depuis un moment. En décalage. Un autre mot conçu pour éviter la responsabilité. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à plus. Des larmes. Des questions. De la négociation. Tu as beaucoup supposé de choses sur nous, a-t-il dit. Et ça, c'est de ta faute. C'était là, l'argument principal. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, même si je savais déjà. Je veux dire, nous n'avons jamais été exclusifs, a-t-il dit. Tu as juste supposé que nous l'étions. J'ai attendu qu'il sourit pour dire qu'il plaisantait. Il ne l'a pas fait. Ma poitrine s'est vidée. Cédric, ai-je dit prudemment. Nous vivions ensemble. Ça ne veut pas automatiquement dire quelque chose, a-t-il répondu. Plein de gens vivent ensemble par commodité. Commodité? Comme un canapé? Comme un abonnement? Comme si je n'avais pas plié son linge ou ne m'étais pas assise à côté de lui aux funérailles de son oncle ou n'avais pas planifié mes vacances en fonction de l'emploi du temps de sa famille. On partage les factures, a-t-il continué. Nous n'avons jamais eu de conversation sur les étiquettes ou l'exclusivité. J'ai pensé à chaque nuit où il s'était glissé dans le lit à côté de moi. Chaque fois qu'il m'avait présenté à quelqu'un sans hésitation, chaque photo de famille sur laquelle je figurais. Et j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Il ne mentait pas. Pas techniquement. Il m'a juste laissé remplir les blancs avec de l'espoir. Alors c'est tout, ai-je demandé.
Il a haussé légèrement les épaules. Je pense que c'est pour le mieux. C'est là que j'aurais pu exploser. J'aurais pu crier. J'aurais pu exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait parce que soudainement, la clarté semblait plus puissante que l'émotion. D'accord, ai-je dit. Ses sourcils se sont levés de surprise. D'accord, je vais déménager, ai-je dit. Je prendrai mes affaires ce week-end. C'est bon, a-t-il dit comme s'il n'avait pas juste effacé 2 ans de ma vie. Je me suis levé, j'ai éteint la télé et je suis allé dans la chambre. Il n'a pas suivi. J'ai déménagé tranquillement. Pas de dispute, pas d'accusation, pas de publication sur les réseaux sociaux, juste des cartons. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, les photos encadrées que je ne pouvais pas encore regarder. J'ai laissé les meubles que nous avions achetés ensemble parce que je ne voulais pas négocier pour un canapé alors que mon cœur saignait. Le jour où je suis parti, il n'était pas à la maison. Il avait prévu ça comme ça. De la lâcheté déguisée en problème d'emploi du temps. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir de la cuisine juste à côté de la corbeille de fruits que nous n'avions jamais fini, et je suis sorti. Les jours d'après ont été flous. Le chagrin n'est pas arrivé de façon dramatique. Il s'est glissé dans de petits moments. Quand j'ai attrapé mon téléphone pour lui envoyer un texto drôle. Quand je suis passé devant la supérette où nous allions toujours le dimanche. Quand je me suis réveillé dans la chambre d'amis de mon ami et que j'ai oublié juste une seconde que ma vie avait changé. Ce qui faisait le plus mal n'était pas qu'il me manque. C'était de réaliser à quel point je m'étais donné à une histoire qui n'existait que dans ma tête. J'ai tout rejoué. Les factures, les vacances, ma mère l'appelant. Mes amis nous appelant, vous deux. Avais-je été la seule à lire le scénario? Une semaine après mon déménagement, mon téléphone a vibré avec une demande de message. C'était de Léna Roy, la cousine de Cédric. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois, dîner de famille, anniversaire, fête. Elle était toujours gentille, calme, attentionnée, le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Nous n'étions pas proches, mais nous étions amicales. Léna, Tessa, on peut parler? C'est à propos de Cédric. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. J'ai fixé le message pendant un long moment, assez longtemps pour que mon écran s'assombrisse. J'ai failli l'ignorer. Je ne voulais pas de plus. Plus d'explications, plus de douleur, plus de fils me reliant à lui. Mais quelque chose dans la formulation, quelque chose que tu devrais savoir, semblait lourd. Important. Moi, d'accord. Qu'est-ce qui se passe, Léna? On peut se voir pour un café? Je ne veux vraiment pas faire ça par texto. Mon estomac s'est serré. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Nous nous sommes rencontrés le lendemain après-midi dans un café en centre-ville. Quand je suis entré, Léna était déjà là, assise dans une banquette d'angle, les mains serrées autour de sa tasse. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, ses yeux se dirigeant rapidement vers la porte, puis revenant vers moi. Nerveuse, effrayée. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit en remuant son café, même s'il n'y avait plus rien à remuer. Pas de problème, ai-je dit en glissant sur le siège en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas comment dire ça sans te blesser, a-t-elle dit. Ma poitrine s'est serrée. Dis-le simplement, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tessa, Cédric est fiancé. Le mot ne s'est pas enregistré. Fiancé. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il est fiancé depuis 6 mois, a-t-elle continué. Avec une femme avec qui il travaille. Il se marie au printemps, en avril. Je pense que le bruit du café s'est estompé. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Fiancé depuis 6 mois tout en vivant avec moi. Tout en partageant le loyer, tout en dormant à côté de moi chaque nuit. J'ai agrippé le bord de la table pour me maintenir droite. Tu es sûr, ai-je chuchoté. Elle a hoché la tête. Il l'a dit à la famille en mai. Il a demandé à tout le monde de ne rien poster en ligne. Il a dit qu'il voulait garder sa privée. Mon estomac s'est retourné. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que tu mérites de savoir, a-t-elle dit rapidement. Parce que ce qu'il t'a fait est mal. Et ça me ronge depuis que j'ai réalisé que tu ne savais pas, j'ai avalé difficilement. Est-ce qu'elle est au courant pour moi? Léna a secoué la tête. Non,
il lui a dit qu'il vivait avec un colocataire masculin, un ami de fac qui avait besoin d'un logement. J'ai ri une fois. C'est sorti brisé. Donc il nous mentait à toutes les deux? Oui, a-t-elle dit. Il voyage beaucoup pour le travail. 3 semaines par mois. C'est comme ça qu'il a géré. Quand il était parti, il était avec toi. Quand il était de retour, il avait des excuses. Je me sentais malade. Physiquement malade. Comment personne ne me l'a dit, ai-je demandé. Comment toute ta famille a su et n'a rien dit? Elle a baissé les yeux sur sa tasse. On pensait que tu savais, a-t-elle admis. On pensait que peut-être tu étais d'accord avec ça ou que vous aviez rompu et décidé de rester colocataire pour des raisons financières. Mes mains ont commencé à trembler. Tout le monde était au courant pour elle, ai-je dit lentement. Pas pour moi. Oui, a dit Léna. Tu étais à part. Il t'a gardé à part. Cloisonné. Ce mot a atterri comme un verdict. Je suis restée assise là à essayer de respirer, à essayer de traiter l'ampleur pure de la tromperie. 6 mois, une bague, un mariage, un futur planifié avec quelqu'un d'autre alors que je budgétisais les courses et pensais aux nôtres. Pourquoi ferait-il ça? Ai-je demandé finalement. Léna a hésité. Je pense qu'il aimait avoir la sécurité. Tu étais stable, fiable, tu aidais avec les factures, tu rendais sa vie plus facile. Elle a de l'argent, des connexions, l'avenir qu'il voulait. J'ai hoché la tête lentement. Je n'étais pas surprise. J'étais dévastée. Mais je n'étais pas surprise. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Je pensais que tu devais connaître la vérité. Je l'ai remerciée. J'ai payé nos 2 cafés, même si elle a protesté. Et quand je suis sorti de ce café, la ville semblait différente, plus tranchante, comme si tout avait été dépouillé jusqu'aux arêtes. Et pour la première fois depuis la rupture, j'ai senti quelque chose brûler à travers l'engourdissement. Pas de la tristesse, pas du chagrin. De la colère, une colère blanche et brûlante, parce que je n'avais rien imaginé. Je n'avais pas trop supposé. On m'avait menti systématiquement depuis plus d'1 an. Et je n'en avais pas fini avec la vérité. Je n'ai pas confronté Cédric tout de suite. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais besoin que la colère finisse de se former. J'ai marché pendant des heures après avoir quitté le café, devant des vitrines que je ne voyais pas, traversant des intersections que je ne me souvenais pas avoir traversées. Mon téléphone a vibré quelques fois, amis, email de travail, mais j'ai tout ignoré. 6 mois. Fiancé depuis 6 mois. Tout en vivant avec moi, tout en partageant les factures avec moi, tout en laissant ma mère lui demander ce qu'il voulait pour Noël. La rage n'a pas explosé d'un coup. Elle s'est construite régulièrement, comme la pression derrière une porte verrouillée. Chaque pas que je faisais ajoutait un autre fait, un autre souvenir, une autre confirmation que je ne m'étais pas trompé. J'avais été manipulé. Je me suis arrêté dans un petit parc alors que le soleil commençait à descendre, je me suis assise sur un banc froid et je me suis enfin laissé tout assembler. Le téléphone incliné, la porte de chambre fermée, les amis vagues, la défensive. Ce n'était pas de la négligence. C'était de la logistique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai débloqué son numéro. Juste une fois. J'ai tapé lentement, délibérément pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. Pas parce que je voulais le protéger, mais parce que je voulais que la vérité atterrisse proprement. Moi, je suis au courant pour les fiançailles. Le message a été distribué instantanément. 3 points sont apparus presque immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Cédric, qui te l'a dit? Pas de déni, pas de confusion. Pas de quoi tu parles? Juste de la limitation des dégâts. Mes mains étaient stables quand j'ai répondu. Moi, est-ce que ça a de l'importance? Cédric, oui, ça a de l'importance. C'était qui? Je pouvais pratiquement entendre la panique derrière les mots, l'agitation, la liste mentale des personnes qu'il avait besoin de contenir. Moi, quelqu'un qui en a quelque chose à faire de l'honnêteté. Il y a eu une pause cette fois. Plus longue. Cédric, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas la situation. J'ai ri à haute voix. Un son tranchant, sans humour, qui a surpris la femme qui promenait son chien à proximité. Moi, vraiment? Parce que je pense que tu es fiancé depuis 6 mois tout en vivant avec moi, en partageant le loyer,
en dormant dans mon lit et en me laissant croire que nous construisions un avenir. J'ai tort? Les points de frappe ne sont pas revenus. Des minutes ont passé. Puis 10. Rien. Ce silence me disait tout. Moi, tu n'as rien à dire parce qu'il n'y a aucune explication qui rend ça acceptable. J'ai bloqué son numéro à nouveau, cette fois pour de bon. Les retombées sont arrivées vite. Je n'en ai pas été témoin directement, mais je n'en avais pas besoin. Léna m'a envoyé un texto 2 jours plus tard. Léna, il pète les plombs. Il appelle tout le monde, essayant de savoir qui te l'a dit. Je lui ai dit que c'était moi. J'ai fixé le message, un mélange de gratitude et de tristesse m'envahissant. Moi, merci d'avoir dit la vérité, Léna. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti. Apparemment, une fois que Léna a parlé, le reste de la famille a commencé à comparer les histoires. Les chronologies ne correspondaient pas. Les excuses se sont effondrées. Quelqu'un l'a dit à la fiancée. Je ne sais pas exactement comment, si c'était un cousin, un ami commun ou Cédric lui-même essayant d'expliquer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Tout ce que je sais, c'est qu'en une semaine, les fiançailles étaient rompues. 6 mois de planification, annulés. Un mariage de printemps envolé. Un futur qu'il pensait pouvoir garder à l'abri des conséquences, exposé. La mère de Cédric m'a appelé le dimanche suivant. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Tessa, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su qu'on te baladait comme ça, j'aurais dit quelque chose. Je te le jure. Je l'ai cru parce que la honte dans sa voix était réelle. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Ce n'est pas votre faute, lui ai-je dit. Et je le pensais. Il a menti à tout le monde. Après ça, j'ai cessé d'entendre son nom directement. Mais les nouvelles voyagent. Il n'a pas pu payer l'appartement tout seul. Il l'a perdu dans le mois. Il est retourné vivre chez ses parents. Des amis ont pris leur distance. Certains ont coupé les ponts entièrement. D'autres sont restés polis mais prudents. Personne ne fait confiance à un homme qui peut vivre 2 vies aussi proprement. Il a essayé de me joindre par le biais d'amis communs. Des excuses, des regrets, prétendant que les choses étaient devenues compliquées. J'ai décliné chaque message parce que voici le truc avec les complications, elles ne durent pas 1 an et demi à moins que quelqu'un ne profite de la confusion. Les gens m'ont demandé si je me sentais mal pour lui, si je regrettais d'avoir tout exposé, si j'aurais peut-être dû juste partir tranquillement et laisser le karma s'en charger. Non. Pas même un peu. Je n'ai pas détruit sa vie. J'ai dit la vérité. La vérité a fait le reste. Ma vie ne s'est pas magiquement améliorée du jour au lendemain. La guérison n'a pas été cinématographique, mais elle a été constante. J'ai pris un petit studio. Rien de chic, mais complètement à moi. Pas d'étagère partagée, pas de placard divisé, pas de demi-futur flottant dans l'air. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant que j'étais occupé à construire une vie qui n'existait pas. J'ai commencé à dire oui à des choses. Des invitations à dîner, des week-ends, des conversations tardives qui me rappelaient qui j'étais avant de me réduire pour convenir au confort de quelqu'un d'autre. Et j'ai appris quelque chose d'important. Les suppositions ne sont pas toujours fausses. Quand quelqu'un vit comme votre partenaire, s'intègre dans votre vie comme votre partenaire, se présente à vos événements familiaux, partage votre lit, vos factures, vos journées, il n'est pas déraisonnable de supposer qu'il est votre partenaire. Ce qui est déraisonnable, c'est d'exploiter cette supposition pendant 2 ans tout en planifiant secrètement un avenir différent avec quelqu'un d'autre. Cédric a dit que nous n'avions jamais été exclusifs. Et il avait raison sur une chose. J'ai effectivement supposé. J'ai supposé qu'il était un être humain décent. C'était ma seule véritable erreur.